Bonjour, je vais vous parler pendant une quinzaine de minutes de bronchite vermineuse. Alors on peut appeler ça d'une autre façon, c'est dictyocolose. Pourquoi dictyocolose? Parce que en fait, c'est une infection parasitaire respiratoire des bovins en l'occurrence, mais d'autres espèces aussi, mais surtout des bovins, qui est dû à un parasite qui s'appelle Dictyocolus viviparus, Dictyocolus dictyocolose. Alors c'est une parasitose qui est extrêmement importante, qui est connue depuis les années 60, même un petit peu avant, et qu'on avait cru voir disparaître avec l'arrivée de l'ivermectine en début des années 80, et puis de toutes ses petites sœurs, en l'occurrence. Et puis en fait, on se rend compte que, notamment aux troupeaux laitiers, mais maintenant aussi en troupeaux allaitants, c'est une parasitose qui réapparaît avec un impact clinique extrêmement fort, voire de la mortalité, et on va voir pourquoi. Donc, je vous dis mortalité, pourquoi? Parce que c'est un parasite très pathogène. Vous verrez tout à l'heure une photographie de poumon qui a été prise au laboratoire de Rouen, et vous verrez que c'est assez impressionnant. Alors, c'est un grand parasite. Dictyocolus, c'est un parasite qui fait entre 80 et 100 mm à l'âge adulte, en tout cas quand il est capable de s'épanouir complètement. On trouve souvent des beaucoup plus petits parasites, 2-3 cm, mais par centaines, voire par milliers, dans un poumon. Et on voit d'ailleurs sur la photo qui est jointe à la diapositive, c'est une photo d'autopsie, avec une trachée qui est complètement colonisée par des tas de petits parasites et qui est très inflammatoire, qui contient beaucoup de mucus, et l'animal meurt noyé en fait par le mucus qu'il produit à cause de la réaction inflammatoire. Donc c'est un parasite extrêmement pathogène qui peut induire la mort. Souvent, il induit seulement la toux ou des baisses de production laitière, mais si vous le laissez évoluer, l'impact clinique et économique est extrêmement fort. Il faut savoir que c'est un parasite qui est très présent en Europe de l'Ouest. On le trouve, je dirais, de la Suède au nord de l'Espagne, dans toute l'Europe relativement océanique, en passant par l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le nord de l'Italie, etc. C'est un parasite, dès que le climat est relativement humide, qui peut se développer. Il n'aime pas le gel, il n'aime pas la sécheresse extrême, mais dès qu'on a des climats assez doux, alors les pays rois et les régions reines, ce sont la Normandie, ce sont la Bretagne, la Grande-Bretagne, l'Écosse, l'Irlande, etc. C'est un parasite qui va être très présent. Et en France, on se rend compte que dès qu'un troupeau tousse en été, parce que c'est une parasitose de pâturage en été, on a à peu près 2 chances sur 3 de trouver ce parasite. Il n'est pas forcément seul, mais on le trouve dans 2 cas sur 3. C'est un parasite qui est très prolifique. Là, sur la photo, vous voyez des petits parasites, mais quand ils sont adultes et qu'ils font 8 à 10 cm, les femelles peuvent pondre 40 000 œufs par jour, pendant une quarantaine de jours. Or, il faut savoir qu'un animal commence à tousser à partir de 200 parasites. Donc, vous voyez que la ponte d'une femelle par jour peut permettre de faire tousser 200 bovins. C'est absolument énorme. Donc, c'est un parasite qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors, c'est un parasite qui a un cycle extrêmement simple, un cycle de Strong très simple, qu'on dit monoxène, c'est-à-dire que le cycle du parasite se fait entre le bovin et le pâturage. Il n'y a pas d'autre intermédiaire, il n'y a pas d'autre animal qui doit être présent pour que le cycle aille au bout. Donc c'est un cycle qui est très simple, il suffit qu'un bovin soit porteur, mette sur le sol des larves, et puis ces larves vont se développer dans les bouses et contaminer d'autres animaux. Ces larves vont donner des adultes en passant par le tube digestif, puis en arrivant jusqu'au poumon. Ces adultes pondent, je vous disais tout à l'heure, 40 000 œufs par jour, et ces œufs vont éclore dans le poumon. Ça, c'est extrêmement important, vous verrez, en termes de diagnostic. Ces œufs éclosent dans le poumon, c'est pour ça qu'on dit que c'est Dictyocolus viviparus, mais il est vivipare, il pond des œufs et ces œufs éclosent. Et on va retrouver dans les bouses des petites larves 1, premier stade larvaire, qui sont mobiles, qui gigotent, et qu'on verra tout à l'heure très très bien sur une diapositive. Ces larves 1 vont se développer jusqu'au stade 3 en à peu près une semaine, et le cycle complet est à peu près 1 mois. Voilà. Donc c'est un cycle simple, sans autre intermédiaire, et donc un cycle extrêmement efficace en termes de génération parasitaire. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un parasite respiratoire, c'est un parasite qui induit une toux. La première, vous voyez, ces parasites qui sont dans la trachée. Vous imaginez bien, si vous aviez quelques petits vers qui étaient dans votre trachée et qui bougeaient, vous tousseriez, le bovin tousse, même s'il est moins sensible que nous à la toux. Et c'est une toux qui est assez caractéristique quand on la connaît. L'animal a des difficultés respiratoires et tout d'un coup, il se campe, il tousse, et dès qu'il a toussé, il est mieux, il respire mieux. Quand on a l'habitude, on la reconnaît assez vite. Par contre, ces dictyocoloses vont très très vite se compliquer parce qu'il y a une réaction inflammatoire qui se met en place, parce que l'animal se sensibilise. Ils vont très très vite se compliquer d'infections
pulmonaires, bactériennes. Et quand on a ces infections pulmonaires, l'animal a de la fièvre, l'animal souffle comme pour une pneumonie et le diagnostic est très difficile à faire entre une pneumonie bactérienne, une pneumonie parasitaire. Et là, seuls les examens complémentaires vont nous permettre de faire un diagnostic précis et encore plus quand ça commence, simplement. Alors, le diagnostic au niveau du troupeau, on peut avoir des idées. C'est une allure contagieuse. Quelques animaux vont commencer à tousser et puis de plus en plus d'animaux vont tousser jusqu'à 70-80% du troupeau. Et quand vous êtes dans le troupeau, vous entendez les animaux tousser. Vous êtes dehors, vous entendez les animaux tousser. Ils rentrent pour se faire traire, vous les entendez tousser et la toux est omniprésente. On l'entend beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le premier stade. Et si on laisse évoluer, on pourra avoir de la mortalité, des pneumonies bactériennes bien entendu, mais aussi ce à quoi on va assister, c'est une baisse de production laitière assez caractéristique qui suit la toux, parce que l'ensemble du troupeau est touché et donc on a un impact économique extrêmement important. Il faut savoir aussi que dans l'évolution clinique, plus vous allez intervenir tard au niveau du troupeau, plus les lésions qui vont avoir été induites par le parasite vont être ancrées, profondes, des lésions de fibrose pulmonaire. Et derrière, ça va être extrêmement difficile de guérir ou de permettre aux animaux de récupérer. Alors, vous voyez, pour illustrer mon propos, vous voyez ces parasites. Là, on a des longs parasites adultes. C'est une coupe de poumon qui était faite au laboratoire de Rouen. Autant comme dans la diapositive, dans une des diapositives présentes, vous aviez des petits parasites. Là, on voit la taille du doigt du laborantin et on voit très très bien ces parasites qui font plusieurs centimètres, au moins 6-8 centimètres, pas très larges. Mais vous voyez que cet animal ne pouvait plus respirer, c'était impossible. Alors, le diagnostic de la dictyocolose peut être fait cliniquement. Je vous disais tout à l'heure que l'animal tousse, il y a des baisses de production laitière, les animaux ont des problèmes respiratoires. Quand les animaux sont au pâturage, dans 2 cas sur 3, il y a présence de dictyocolose. Donc, on sait cliniquement, quasiment de façon pertinente, qu'il va y avoir de la dictyocolose. Après, sur des pneumonies bactériennes avec de la fièvre, ça mime extrêmement bien ces pneumonies bactériennes. Il y a d'ailleurs une contamination bactérienne. Il faut savoir si oui ou non il y a présence de dictyocolose parce que vous pouvez toujours soigner une pneumonie bactérienne. Si vous ne soignez pas le parasite, vous n'arriverez pas à guérir l'animal. Donc, dans ce cas, la clinique est tellement ambiguë qu'il va être difficile de faire le diagnostic. Et puis, quand on a un petit peu l'habitude, on a une auscultation qui ressemble à de l'asthme et là, on fait assez facilement un diagnostic. Mais pour être vraiment sûr, il faut faire une coproscopie qu'on appelle McKenna, parce que c'est le monsieur qui a mis au point cette technique, même si on l'a fait évoluer depuis, même si on l'a simplifiée, si on a augmenté son efficacité. Et vous voyez qu'elle demande très très peu de matériel. C'est uniquement un verre à pied en plastique, avec des compresses, avec un petit bâtonnet. Ce dispositif permet de tester jusqu'à 5 vaches en même temps, ce qui permet d'avoir une idée assez fiable de la présence du parasite dans le troupeau. Et puis surtout, ça va diminuer le temps de travail, ça va diminuer le coût. Plutôt que de faire 5 examens différents, on peut faire des examens de mélange qui sont extrêmement faciles et rapides à faire. Et puis donc, vous mettez en place ce dispositif le plus vite possible, parce que c'est un parasite qui ne supporte pas la chaleur. Il ne faut surtout pas garder les prélèvements dans les voitures. Il faut surtout, éventuellement, si on ne peut pas les amener tout de suite, les mettre au réfrigérateur. Et puis, on met ces prélèvements en place dans ces verres à pied et on attend 8 à 10 heures ou une nuit. Mais on peut attendre jusqu'à 2-3 jours. Les parasites survivent dans l'eau. Ils ne survivent pas à la chaleur, mais ils survivent dans l'eau. Et puis, on va éliminer toute l'eau qui est au-dessus du fond, de ce qui va tomber au fond du réservoir, du verre à pied. Et puis là, on va regarder ce qu'il y a au fond. Et quand on regarde ce qu'il y a au fond, on a ces petites larves qu'on voit bouger là en bas, et qui sont des larves mobiles et qui sont extrêmement faciles à voir, caractéristiques, et elles sont tout à fait évidentes quand vous regardez ça au microscope. Et puis le troisième point, ce qui concerne la dictyocolose, une fois qu'on va être sûr de la présence, ça va être de faire un diagnostic épidémiologique, mais ça on va y revenir tout de suite. En fait, il faut comprendre pourquoi la dictyocolose est là. Alors, ce qu'on sait maintenant, parce que nos connaissances ont évolué très récemment et se sont complétées par rapport à des travaux qui ont été faits dans les années 70, dans les années 90, on sait, et ça on le savait depuis longtemps, que c'est un parasite qui résiste mal dans le milieu extérieur. Je vous disais tout à l'heure, c'est un parasite de climat tempéré. Il n'aime pas l'hiver très froid et il n'aime pas les étés secs. Il lui faut de l'humidité assez récurrente et puis jamais de conditions extrêmes.
on sait que dès qu'il y a quelques jours de gel, le parasite meurt et disparaît. Et dans des régions comme la Bretagne ou la Grande-Bretagne, l'Irlande, où il y a assez peu de gel, on peut avoir des parasites toute l'année et même l'hiver. Par contre, dès que vous avez un petit peu de gel, il disparaît. Et on a découvert récemment qu'en fait, la source majeure, et dans beaucoup de troupeaux du parasite, ce sont des porteurs latents. C'est-à-dire que vous avez des vaches qui portent du parasite toute leur vie, on peut considérer qu'elles sont tolérantes à ce parasite, elles les portent et elles vont remettre du parasite dans le milieu extérieur de façon assez régulière, plutôt au printemps, on n'en connaît pas encore le déterminisme, mais c'est plutôt au printemps pour démarrer un petit peu la contamination. Dans certains troupeaux, c'est jusqu'à 30%. Au départ, dans les années 70, on pensait que c'était 5%, mais on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que ça. La moyenne, c'est environ 20%. Donc entre 20 et 30% de ces vaches vont excréter en début de saison de pâturage et vont commencer la contamination. C'est extrêmement intéressant parce que ça explique le fait que la dictyocolose soit omniprésente dans un troupeau et probablement pour toute la vie d'un troupeau quand elle y est. Mais ça explique aussi qu'on puisse acheter la dictyocolose. Puisque quand on achète des animaux qui sont porteurs latents dans un troupeau qui n'a jamais vu de dictyocolose, eh ben on va introduire ce parasite et le troupeau n'étant pas immunisé va multiplier ce parasite. Alors il faut savoir que le statut immunitaire du troupeau est important. Soit le troupeau n'a jamais vu de dictyocolose, effectivement le statut immunitaire est nul, donc il va être complètement réceptif, soit on a des épisodes assez réguliers de dictyocolose, et en l'occurrence, les animaux on voit quasiment tout le temps. Et en fonction en fait et du climat et de l'immunité des animaux, on va avoir un épisode clinique ou pas. Alors il faut savoir que l'immunité de ces parasites-là est une immunité qui ne s'entretient qu'en présence de parasites, que quand les animaux voient des parasites. Notamment en hiver, quand les animaux sont rentrés, ils ne voient plus de parasites, donc leur immunité diminue. Et donc au moment où les porteurs latents vont recracher des parasites au printemps, l'immunité des autres animaux va avoir baissé, ils vont redevenir réceptifs. Et donc derrière, ils vont pouvoir réabsorber des parasites, leur permettre de se multiplier et amplifier le challenge parasitaire qu'il va y avoir sur la parcelle. Les épisodes cliniques vont arriver de façon assez aléatoire parce qu'il y a une composante clinique climatique qui est extrêmement forte. Alors, comment ça se passe dans un troupeau? En fait, tout dépend du niveau initial de contamination. Si jamais on a eu un hiver très doux et qu'il reste beaucoup de parasites de l'année d'avant, si jamais on a beaucoup de porteurs latents et qu'ils excrètent beaucoup, ou si, donc là, on peut avoir des contaminations initiales extrêmement fortes, il y a donc des épisodes cliniques qui vont être très précoces parce qu'en fait, on va partir d'un nombre de parasites très important. À l'inverse, si jamais on a très peu, vous achetez 2 vaches, dans un troupeau de 100 vaches qui, elles, sont porteuses et vont donc amener très très peu de parasites et il va falloir le temps que le reste du troupeau multiplie les parasites pour arriver à l'épisode clinique. Et donc derrière, là, ça va être beaucoup plus long, de l'ordre de 3 mois si le climat est très favorable, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et puis aussi, vous pouvez avoir le même type de schéma que l'introduction d'animaux porteurs latents dans un troupeau naïf, c'est le pâturage de porteurs latents avant des jeunes animaux qui, eux, sont forcément naïfs puisqu'ils n'ont jamais vu de parasites et donc des petits veaux par exemple, qui peuvent avoir des problèmes de dictyocolose après. Alors, plus le troupeau est naïf, plus le développement parasitaire va être important. Et quand on est sur des schémas de dictyocolose endémiques, bien entendu, où le troupeau voit tous les ans des dictyocoles, même s'il n'y a pas forcément d'épisode clinique, là, on a une certaine résistance du troupeau, et là, le cas clinique peut être plus tardif. Il y a une deuxième composante, je vous disais tout à l'heure, en dehors des animaux eux-mêmes, porteurs latents et animaux qui recyclent, c'est le climat. Je disais tout à l'heure que les dictyocoles étaient des parasites qui aimaient l'eau. Ils aiment la chaleur et l'eau, la chaleur pas trop forte, mais ils adorent les temps humides, ils adorent les temps orageux, ils adorent l'alternance de soleil et d'humidité. Et là, c'est vraiment les climats rêvés pour eux. Et là, on va voir des épisodes cliniques qui vont être plus nombreux. Si jamais vous avez des étés secs, si jamais vous avez des périodes sans eau, même au printemps, ils n'aiment pas ça du tout. Et là, vous allez diminuer le nombre d'épisodes cliniques. En l'occurrence, la contamination initiale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Elle va varier en fonction de la présence du parasite dans le troupeau, de la présence au niveau des porteurs latents, mais aussi la présence sur les parcelles. Si jamais l'hiver est extrêmement doux, on peut avoir beaucoup de parasites qui ont survécu à l'hiver, et donc la contamination initiale va être très forte, tout comme s'il y a beaucoup de porteurs latents et qu'ils excrètent beaucoup. Si vous avez une contamination initiale très forte, vous allez avoir une probabilité d'épisode clinique très forte d'abord, et aussi un épisode clinique très précoce, parce qu'en fait, on part
de beaucoup de parasites. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut à peu près 200 parasites pour faire tousser. On va arriver très vite à ce niveau clinique. À l'inverse, si jamais vous avez un troupeau naïf qui n'a jamais vu de dictyocolose et qui achète 1 ou 2 vaches porteuses, il va falloir plus de temps parce que la contamination initiale va être très faible. Il va falloir que les animaux multiplient le parasite pour pouvoir arriver à un seuil qui déclenche la maladie. Donc là, on va être un petit peu plus tard, entre 3 et 6 mois en fonction des conditions climatiques. C'est exactement la même chose si jamais vous avez des vaches qui passent avant des petits veaux. Les vaches sont porteuses, les petits veaux sont naïfs, n'ont jamais vu de dictyocolose et les vaches vont apporter quelques parasites, les petits veaux vont les multiplier et derrière, vous allez avoir cet épisode clinique en général, sur les petits veaux, c'est plutôt 2 à 3 mois après l'introduction. Donc, l'arrivée de l'épisode clinique va varier en fonction de la sensibilité du troupeau. Troupeau naïf, c'est quasiment sûr d'avoir un épisode clinique. Un troupeau pour lequel la dictyocolose est endémique, il y a quand même un matelas immunitaire pour les vaches qui va faire que d'abord, l'épisode clinique n'est pas sûr, et ensuite, il est souvent un petit peu retardé, mais ça va dépendre surtout des conditions climatiques. En fait, les conditions climatiques font que le parasite va pouvoir survivre, sortir des bouses, se multiplier, etc. Dictyocolus, c'est un parasite qui adore la chaleur et l'humidité. Il adore les événements orageux parce que là, il fait chaud, il y a de l'eau en même temps, et ça, c'est extrêmement favorable à son développement, à sa sortie des bouses, à la contamination des vaches. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction de toutes ces choses-là, la dictyocolose peut arriver entre 1 et 6 mois après la mise à l'herbe. J'ai personnellement vu même jusqu'à 8-10 mois après la mise à l'herbe. Mais il faut savoir que cette apparition de l'épisode clinique est très variable en fonction, et c'est aussi un indice de ce qui se passe dans le troupeau, du nombre de porteurs latents, du climat, etc., etc. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on a essayé de comprendre comment c'était arrivé, il va bien sûr falloir traiter. Parce que si vous laissez se développer ce parasite, il va tuer. Il va tuer et l'économie de l'exploitation et les vaches, de toute façon, parce que c'est quand même, vu sa taille, c'est extrêmement vulnérant. Donc, d'abord traiter, l'idéal étant est de changer les animaux de pâturage. Parce que vous comprenez bien que le pâturage, il est chargé en larves de parasites, et si vous le laissez dessus, même si vous les traitez, les animaux vont remanger des parasites. Alors, il existe différents médicaments. On utilise de préférence les macrolides antiparasitaires, les lactones macrocycliques, mais ces macrolides ont différentes durées d'activité. Les macrolides qui ont une activité, qui ont un temps d'attente lait nul, les prunomectines en l'occurrence, ont une activité extrêmement courte. Les autres macrolides ont des activités beaucoup plus longues avec des temps d'attente lait qui nous posent un problème en gestion d'épisodes cliniques sur un troupeau laitier en cours de lactation. Donc, il faut avoir bien conscience que l'idéal serait de traiter avec des molécules à action longue et que celles-ci ont un temps d'attente, donc ça pose un problème. Si on peut, on change de pâturage de façon à ce que les animaux aillent sur une parcelle saine et donc ne se réinfestent pas. Et puis, si on ne peut pas changer de pâturage, il faut avoir extrêmement conscience, et là je reviens sur la diapositive de diagnostic, plus vous allez traiter tôt, moins les pâturages seront contaminés, puisque, je vous disais tout à l'heure, une femelle dictyocole, ça pond 40 000 larves par jour, et donc plus vous les traitez tôt, moins votre pâturage est saturé en parasites. Donc l'intérêt d'un diagnostic le plus précoce possible, ça c'est très très important. Et puis, si vous ne pouvez pas changer, rappelez-vous une chose extrêmement importante, en fonction des productions, soit en troupeau allaitant, soit sur des vaches taries, soit sur des petits veaux, utilisez et choisissez la molécule qui a la durée d'action la plus longue et dans les lactones macrocycliques. Elles ne sont pas toutes équivalentes dans ce domaine-là. Une fois que vous aurez traité, il faudra se poser la question de savoir ce que vous ferez l'année d'après. La plupart du temps, les troupeaux ont des porteurs latents, et puisqu'il y a déjà un épisode clinique qui s'est passé, donc vous allez avoir des porteurs latents. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les porteurs latents, à partir de la mise à l'herbe, à partir du moment où vous allez mettre sur les parcelles, vont mettre sur le sol des larves de dictyocolles, des larves 1 en l'occurrence, celles que les premiers stades, celles qu'on voit dans les bouses. Ces larves 1, elles mettent à peu près 3 semaines à devenir des stades 3 qui sont les stades infestants. Une fois qu'elles sont mangées par les bovins, elles mettent à nouveau 3 semaines à devenir adultes. 3 plus 3, 6 semaines. Et donc, dans un concept de prévention et de retardement de l'épisode clinique et même de maîtrise, la plupart du temps, on arrive à complètement maîtriser, on va traiter l'ensemble du troupeau 6 semaines après la mise à l'herbe. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, en général, les animaux sont en lactation, donc on va utiliser un macrolide avec un temps d'attente 0.
Mais par contre, pour tous les animaux qui vont véler après ce traitement, on peut utiliser des macrolides qui ont des temps d'attente lait plus importants, mais dont l'activité est beaucoup plus longue. Ça vous permet d'avoir une approche sur le recyclage, sur le premier cycle du parasite, et puis après, sur tous les animaux qui vont arriver, qu'on va décontaminer, parce que la période de vélage est quand même une période de sensibilité accrue. Ça va permettre à ces animaux de ne pas recycler le parasite, et on arrive très bien à maîtriser le parasitisme de cette façon-là, les épisodes cliniques. Alors, quelles sont les perspectives? D'abord, je vous disais tout à l'heure, le diagnostic le plus précoce possible. Ça, c'est extrêmement important. Plus vous diagnostiquez tôt la dictyoclose, d'abord, moins elle fait de dégâts, moins vous perdez de lait et plus vous pouvez traiter facilement. Et donc, il est important, dès que les animaux toussent, il faut faire des prélèvements. Dans notre clientèle, les éleveurs ont l'habitude, ils apportent tout de suite des bouses, bien les conserver, ne pas les mettre au chaud, nous les amener et 24 heures après, vous avez le résultat. Et ensuite, actuellement, on a un retour vers des antiparasitaires injectables et on commence à travailler sur des traitements individuels, ne traiter que les animaux qui toussent. Mais pour ça, il faut faire des diagnostics en amont, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, dans ma clientèle, tous les 15 jours, on fait des prélèvements de bouse, 5 vaches, 5 prémipares qu'on examine. Et dès qu'on commence à avoir des larves, et là, on va mettre en place des traitements individuels, des traitements sélectifs. Voilà, c'est un parasite qui est extrêmement important. La dernière diapositive, c'est à nouveau des larves 1 dictyocole pour insister sur le fait du diagnostic. Diagnostiquer tôt, diagnostiquer souvent et vous mettrez en place les meilleurs moyens et de traitement curatif et ultérieurement de traitement préventif. Merci.